Un basculement brutal fracture l'ancien avantage britannique. Londres encaisse l'énergie chère, l'érosion industrielle et des chaînes logistiques qui se déplacent, tandis que des corridors africains relient solaire, géothermie, hydroélectricité, ports modernisés et zones manufacturières, et attirent des capitaux interrégionaux hors des cadres habituels européens, avec des unités pilotes testées au nord et à l'est. Que signifie ce réalignement pour les États, les entreprises et les travailleurs? Et comment Ibrahim Traoré le lit-il pour ceux qui en dépendent déjà, quand les règles se réécrivent silencieusement? Le contraste ne fait que commencer. Cette partie pose un contrat clair avec le lecteur. Comprendre où se déplacent les leviers réels et pourquoi ce déplacement change les décisions dès maintenant. Le bénéfice est précis. Anticiper les risques systémiques avant qu'ils ne deviennent opérationnels. Et il s'appuie sur des faits observables plutôt que sur des slogans. L'enjeu n'est pas de comparer deux vitesses abstraites, mais d'identifier les mécanismes qui transforment des fragilités énergétiques en choix industriels irréversibles, puis en arbitrage financier durable. L'analyse s'engage sans amplification. Elle distingue la baseline britannique, dépendance, coût, inertie, du delta africain, intégration, prévisibilité énergétique, corridor logistique, afin de montrer comment des décisions apparemment techniques s'agrègent en bascule macroéconomique. Micro-hook, ce qui paraît aujourd'hui marginal devient rationnel demain, souvent avant les communiqués officiels. Ce cadre servira à lire les signaux faibles, à éviter les diagnostics hérités et à comprendre pourquoi certaines options se ferment tandis que d'autres s'ouvrent. La promesse est simple, fournir une grille d'anticipation utilisable par acteurs publics et privés, à court comme à moyen terme. La bascule s'est produite avant les gros titres. Elle devient lisible quand un seuil discret est franchi. Près de 50% du gaz consommé par le Royaume-Uni provient désormais d'importations, transformant une volatilité tolérable en vulnérabilité structurelle. Ce chiffre n'explique pas tout, mais il ouvre la porte. Dès que l'énergie cesse d'être prévisible, les chaînes de valeur commencent à se déplacer. Pour comprendre, il faut revenir aux failles anciennes. Après 2008, la reprise britannique repose sur une base industrielle déjà amincie, tandis que l'investissement manufacturier recule relativement à ses pairs. Les institutions financières maintiennent une centralité apparente. Mais les bilans absorbent choc après choc, révélant une dépendance énergétique qui pèse sur les coûts, les marges et la planification. Quand les prix mondiaux montent, l'ajustement n'est plus marginal, il devient opérationnel. En parallèle, une dynamique inverse s'installe en Afrique. Des projets énergétiques renouvelables se connectent à des ports modernisés, à des zones industrielles intégrées et à des corridors logistiques conçus pour durer. Les investisseurs ne viennent plus seulement extraire, ils co-conçoivent des architectures industrielles où l'énergie, la logistique et la transformation avancent ensemble. Le résultat n'est pas un saut, mais une continuité rassurante. Délais plus courts, coûts plus stables, décisions plus lisibles. Les premiers signaux apparaissent dans les choix discrets des entreprises. Des unités pilotes testent des hubs alimentés par des réseaux renouvelables. Des plateformes logistiques recalculent leurs itinéraires. Rien de spectaculaire, mais un faisceau cohérent. À ce stade, la comparaison cesse d'être idéologique. Elle devient comptable. C'est ici que la lecture incarnée par Ibrahim Traoré prend sens. Elle ne prétend pas prédire l'avenir. Elle met l'accent sur la souveraineté énergétique et le contrôle de la valeur comme condition de négociation. Dans un monde où la prévisibilité attire le capital, cette posture éclaire pourquoi certaines régions gagnent. Entre action, avant même que les statistiques agrégées ne l'avouent. Les trajectoires abstraites prennent corps à travers des acteurs concrets. D'un côté, des décideurs industriels confrontés à des tableaux de coûts qui ne mentent plus. De l'autre, des responsables logistiques qui comparent des délais réels, pas des promesses. Ces figures
n'annoncent pas un basculement idéologique. Elles opèrent des arbitrages pragmatiques, souvent discrets, qui produisent des effets cumulatifs. Premier micro-cas. Un fabricant de composants énergétiques, historiquement ancré près de Manchester, maintient sa ligne d'assemblage tant que l'électricité reste supportable. Quand les pics tarifaires deviennent fréquents, l'entreprise réduit les équipes, puis teste une unité pilote connectée à des réseaux renouvelables en Afrique de l'Est. Le transfert est partiel, réversible sur le papier, mais il change la logique interne. La planification redevient possible. Les marges cessent de fluctuer au rythme des marchés mondiaux. Second micro-cas. Une plateforme de distribution, longtemps centrée sur Londres, recalcule ses flux. Les ports modernisés du Maghreb et d'Égypte offrent des délais plus courts et une exposition énergétique moindre. La décision n'est pas stratégique au départ, elle est opérationnelle. Une fois actée, elle réorganise les contrats, les stocks et les assurances. Ces choix produisent des impacts précoces. Les équipes financières révisent leurs hypothèses. Les directions industrielles privilégient la stabilité à la centralité historique. Les investisseurs lisent un signal faible devenu cohérent. À ce stade, la question n'est plus de savoir si le mouvement est temporaire, mais s'il est rationnel au regard des contraintes. Voici l'essentiel. Quand la prévisibilité décide, l'héritage pèse moins. Quand la prévisibilité décide, l'héritage pèse moins. D'abord, le mouvement commence avant l'alarme. Des institutions financières britanniques observent une divergence persistante entre projections internes et dynamiques réelles. Les signaux ne sont pas spectaculaires. Une usine chimique réduit ses équipes lors des heures de pointe. Une aciérie suspend des cycles. Un fournisseur automobile voit ses marges comprimées par le transport. Pris isolément, ces faits paraissent gérables. Agrégés, ils fissurent la normalité. La dépendance énergétique, longtemps absorbée, devient un facteur actif dans chaque décision opérationnelle. Puis, le seuil est franchi lorsque les factures cessent d'être volatiles pour devenir structurantes. Les ménages constatent donc des hausses rapides. Les industriels recalculent chaque ligne. Les conseils d'administration n'annoncent rien, mais une question s'impose. L'environnement reste-t-il viable à long terme ? La réponse ne prend pas la forme d'un retrait brutal. Elle s'exprime par une série d'annonces coordonnées. Transfert d'assemblage vers l'Afrique du Nord, repositionnement logistique en Afrique de l'Est, tests de production connectés à des réseaux renouvelables. Ce n'est plus une suite d'ajustements, c'est une synchronisation dictée par la prévisibilité énergétique et la lisibilité des coûts. Dans ce moment de bascule, la perception incarnée par Ibrahim Traoré gagne une portée stratégique. Elle ne promet pas une rupture immédiate. Elle insiste sur la maîtrise des ressources, la souveraineté énergétique et la négociation de la valeur. Ce cadre devient pertinent précisément quand les marchés privilégient la stabilité mesurable à l'héritage institutionnel. La trajectoire africaine cesse d'être périphérique. Elle devient un pôle d'attraction crédible. Enfin, les effets se propagent au-delà des usines. Les rues commerçantes britanniques affichent des vitrines closes, des services ferment sans bruit. Puis, les investisseurs, indifférents à la symbolique, observent des marges sous pression, des coûts d'importation imprévisibles, une devise affaiblie, puis réorientent leurs capitaux. Dans les notes d'analyse, des comparaisons autrefois impensables apparaissent. La confiance ne s'effondre pas, elle s'évapore. Pendant ce temps, les infrastructures africaines s'illuminent au sens propre. Parcs solaires au Maghreb, géothermie au Kenya, hydroélectricité en Éthiopie, zone industrielle intégrée au Maroc et en Égypte. L'architecture n'est plus fragmentée. Elle relie énergie, ports, routes et transformation. Les partenaires étrangers décrivent une prévisibilité nouvelle, rare dans un contexte mondial instable. Pour résumer, la séquence se referme sur un constat net, une activation silencieuse, un point culminant irréversible, puis des réverbérations durables. Les flux industriels se redessinent selon une logique simple. Là où l'énergie est lisible,
la planification devient possible. Là où elle ne l'est pas, l'incertitude commande. Ce principe, plus que la vitesse du changement, explique pourquoi les décisions prises aujourd'hui s'installent demain. Pour passer de la baseline au delta, le point de départ est une fragilité devenue structurelle. Le point d'arrivée, une réallocation mesurable des décisions. 3 indicateurs suffisent à éclairer le mécanisme, sans l'alourdir. Un premier indicateur concerne la dépendance énergétique britannique. Près de 50% du gaz consommé au Royaume-Uni est importé. Cette part expose coûts, marge PEGI, Ouchemi et planification au choc extérieur persistant. Ce seuil transforme l'énergie d'une variable volatile en contrainte opérationnelle. Quand l'approvisionnement dépend d'arbitrages externes, chaque hausse se répercute immédiatement sur les prix industriels, les contrats long terme et les assurances. Les entreprises ne parient plus sur un retour à la normale. Elles internalisent l'incertitude et la traduisent en décisions prudentes, souvent réversibles au départ, mais cumulatives. Un deuxième indicateur concerne la capacité renouvelable africaine. Plusieurs pays africains ont ajouté plus de 5 gigawatts de capacité renouvelable en une décennie. L'augmentation stabilise l'offre locale et réduit l'exposition aux prix mondiaux. Ce delta n'est pas seulement technique, il crée une prévisibilité rare. Des réseaux capables d'absorber la demande industrielle, des coûts plus lisibles et des calendriers d'investissement alignés sur des infrastructures durables. Pour les directions industrielles, cela signifie moins d'arrêts imprévus, des budgets énergétiques plus fiables et une capacité accrue à planifier l'assemblage, la transformation et la logistique. Un troisième indicateur concerne la réorientation des investissements. En 2023, plus de 30 des nouveaux engagements d'infrastructures africaines proviennent de consortiums interrégionaux non européens. Le capital se diversifie, signalant des alliances durables hors cadres occidentaux. Cette proportion indique un changement de gravité. Les décisions de financement ne se calent plus par défaut sur Londres. Elles suivent la cohérence des projets, la stabilité énergétique et l'intégration logistique. Le capital, mobile par nature, privilégie les environnements où les risques sont identifiés et négociables plutôt que simplement hérités. Pris ensemble, ces 3 chiffres décrivent une bascule rationnelle. La baseline britannique, dépendance accrue, marge comprimée, incertitude tarifaire, rencontre un delta africain fait de stabilité relative, d'intégration et de diversification des partenaires. Le résultat n'est pas un abandon immédiat, mais une hiérarchisation nouvelle. Testée ici, transférée là, consolidée ailleurs. Dans cette lecture, la posture associée à Ibrahim Traoré éclaire un point précis. La souveraineté énergétique et le contrôle de la valeur deviennent des arguments de négociation quand la prévisibilité gouverne les choix. Il ne s'agit pas d'idéologie, mais d'un langage compris des investisseurs et des industriels. Là où l'énergie est maîtrisée, les chaînes de valeur s'ancrent. Là où elle ne l'est pas, elle se fragmente. La preuve quantitative ne prétend pas tout expliquer. Elle montre toutefois pourquoi des décisions prudentes s'additionnent en mouvements coordonnés. Les chiffres n'annoncent pas l'avenir. Ils expliquent pourquoi le présent bascule sans bruit. Une première thèse met en avant la réversibilité britannique. Selon cette lecture, le Royaume-Uni dispose encore d'atouts profonds, institutions solides, expertise financière, capacité réglementaire et réseau d'alliances. Les partisans estiment que les chocs énergétiques, bien que sévères, restent corrigibles par une diversification accélérée et un réaménagement ciblé des chaînes logistiques. Dans ce cadre, la période actuelle relèverait d'une turbulence historique. Une stratégie industrielle cohérente suffirait à relancer l'investissement, à stabiliser les coûts et à préserver une centralité fonctionnelle dans les flux mondiaux. Une seconde thèse évoque une bascule structurelle vers l'Afrique. La position opposée affirme que le déplacement du centre de gravité est durable. Les corridors énergétiques, les hubs manufacturiers intégrés et les alliances interrégionales créent des conditions qui ne disparaissent pas avec un ajustement politique à Londres.
Les défenseurs de cette thèse soulignent que l'intégration africaine relie énergie, logistique et transformation, produisant une prévisibilité rare dans un contexte mondial instable. Les décisions d'investissement, une fois prises, génèrent des effets de réseau difficiles à inverser. Pour intégrer ces deux thèses, prendre ces deux thèses au sérieux conduit à une conclusion nuancée. Oui, le Royaume-Uni conserve des capacités institutionnelles. Oui, l'Afrique consolide une montée en puissance coordonnée. Toutefois, les données observables indiquent que la divergence dépasse l'alternance cyclique. Les entreprises privilégient la lisibilité énergétique, les investisseurs suivent la cohérence des projets, et les chaînes de valeur s'installent là où les contraintes sont maîtrisées. Dans ce cadre, la lecture associée à Ibrahim Traoré n'invalide pas la réversibilité britannique. Elle déplace le critère décisif. La question n'est plus de savoir qui possède l'histoire la plus dense, mais qui offre un cadre négociable quand l'incertitude s'accroît. Une correction essaie possible à Londres, mais elle intervient dans un environnement où l'élan s'est déjà structuré ailleurs. La réfutation n'est donc pas un rejet. Elle intègre les atouts historiques tout en reconnaissant que les trajectoires récentes ont créé un différentiel d'attractivité. Lorsque l'énergie, l'intégration et le capital convergent, le mouvement cesse d'être hypothétique. Il devient la nouvelle référence opérationnelle. Le centre de gravité a changé. Cette phrase marque le point médian, non comme une provocation, mais comme une synthèse. Le renversement observé n'est plus seulement économique. Il reconfigure la capacité à imposer des conditions dans les négociations. Là où Londres attendait une convergence naturelle vers ses intérêts, des architectures africaines cohérentes se sont installées, reliant énergie, logistique et transformation dans un même cadre. La surprise ne tient pas à la vitesse du changement, mais à sa cohérence interne. Des États qui investissaient autrefois de manière dispersée opèrent désormais selon des plans pluriannuels. Les corridors énergétiques alimentent des zones industrielles. Les ports modernisés raccourcissent les délais. Les partenariats interrégionaux sécurisent le financement. Ce n'est plus une promesse, c'est une capacité démontrable. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré incarne un signal politique lisible, l'affirmation du droit de définir la valeur et les termes de l'échange. Cette posture n'explique pas à elle seule le pivot, mais elle en révèle l'enjeu central. Le pouvoir ne découle plus de l'héritage, il se construit par la stabilité offerte aux partenaires. La révélation médiane clarifie ainsi le débat. La question n'est plus de comparer des trajectoires, mais d'identifier qui fixe désormais le rythme. Quand la prévisibilité devient l'argument clé, les anciens centres doivent s'adapter à une réalité où l'initiative s'est déplacée. Pour les États, la première conséquence se lie dans l'ajustement géopolitique. Le Royaume-Uni, longtemps perçu comme un pivot logistique et financier naturel, voit son pouvoir d'entraînement s'éroder à mesure que les corridors africains redessinent les routes énergétiques et industrielles. Les gouvernements réévaluent leurs alliances, non par choix idéologique, mais par nécessité opérationnelle. Les accords liés au solaire, au géothermique, à l'hydroélectricité et à la logistique imposent une nouvelle centralité. Dans ce cadre, l'affirmation de souveraineté portée par des figures comme Ibrahim Traoré devient un signal. La valeur se négocie là où la croissance est lisible et l'énergie maîtrisée. Pour les entreprises, les directions stratégiques traduisent le réalignement en décisions tangibles. Les coûts énergétiques instables au Royaume-Uni, combinés à une productivité industrielle atone, poussent à reconfigurer les chaînes de valeur. L'Afrique offre un triptyque attractif. Prévisibilité énergétique relative, politiques industrielles de plus en plus intégrées et infrastructures modernisées. Les choix commencent souvent par des tests. Assemblage final, hub logistique, unité pilote, puis s'installe. Une fois les contrats renégociés et les flux stabilisés, le retour en arrière devient coûteux. La compétitivité se construit désormais là où l'incertitude est négociable, non là où elle est subie.
Pour les travailleurs, les effets sont asymétriques. Au Royaume-Uni, la hausse du coût de la vie et la contraction de certains segments manufacturiers accentuent les tensions. La mobilité professionnelle ne suffit plus à absorber les chocs lorsque les marges se resserrent durablement. À l'inverse, la démographie africaine, jeune, formée, connectée, devient un atout structurel. L'essor des parcs industriels et des plateformes numériques ouvre des trajectoires nouvelles pour des millions de travailleurs. Des villes comme Nairobi, Casablanca, Addis Abeba ou Kigali s'imposent comme carrefour de compétences, attirant des secteurs qui, hier encore, se concentraient au nord. Pour les régions, enfin, le maillage régional africain change d'échelle. Les corridors reliant le Maghreb, l'Afrique de l'Est et les zones minérales intérieures transforment la carte énergétique et logistique. Ports modernisés, zones industrielles intégrées et réseaux financiers numériques accélèrent la circulation des biens et du capital. La ZLECAf renforce cette dynamique en offrant une masse critique continentale. Ce n'est plus une addition d'initiatives, mais une architecture cohérente, capable de rivaliser avec les pôles traditionnels. Pris ensemble, ces impacts montrent que le réalignement ne se limite pas à des flux abstraits. Il façonne des décisions publiques, des stratégies d'entreprise, des trajectoires professionnelles et des équilibres régionaux. Quand la stabilité énergétique et l'intégration priment, le centre de gravité se déplace durablement. Dans un scénario de base, celui d'un réajustement sous contrainte, si le Royaume-Uni maintient ses orientations actuelles tout en accélérant modestement la diversification énergétique, alors une stabilisation partielle est possible. Les entreprises chercheront à équilibrer leurs implantations entre l'Europe et l'Afrique, sans rupture franche. Les services financiers et réglementaires britanniques conserveront une utilité, mais l'industrie continuera d'arbitrer au cas par cas. Dans ce scénario, l'Afrique consolide son attractivité grâce à des infrastructures renouvelables en expansion et à des corridors logistiques plus lisibles. Le rééquilibrage se poursuit de manière graduelle, avec une perte relative de centralité britannique plutôt qu'un décrochage brutal. Dans un scénario optimiste, celui d'une recomposition coordonnée, si Londres engage une stratégie industrielle cohérente, alignant énergie, logistique et investissement, alors une recomposition devient envisageable. Une électrification plus prévisible, des infrastructures modernisées et des incitations ciblées pourraient restaurer une partie de la lisibilité des coûts. Les entreprises reconsidéreraient certaines relocalisations, non pour annuler les mouvements vers l'Afrique, mais pour les transformer en complémentarité. Les liens transversaux se renforceraient, conception et finance d'un côté, transformation et l'assemblage de l'autre. L'Afrique maintiendrait son avance structurelle, tandis que le Royaume-Uni réintégrerait l'équation sans subir un déclassement accéléré. Dans un scénario dégradé, celui d'un glissement accéléré, si la volatilité énergétique persiste et si les investissements restent insuffisants, alors les arbitrages s'intensifieront. Les entreprises accéléreront les transferts vers des zones africaines offrant une énergie plus stable et des perspectives de croissance lisibles. Les effets C2 réseau joueront à plein. Une fois les hubs établis, les fournisseurs suivent, puis les services. Dans ce cadre, l'influence britannique sur la géopolitique économique s'affaiblira, tandis que l'Afrique étendra son rôle de plateforme pour les industries à forte intensité énergétique et pour les chaînes de valeur liées aux ressources critiques. Pour une clé de lecture, ces scénarios partagent une logique commune. Si la prévisibilité énergétique et l'intégration logistique progressent au sud, alors toute puissance qui tarde à adapter ses cadres d'action voit sa position de négociation se réduire. La recommandation de méthode est simple. Privilégier les décisions réversibles, tester avant de transférer, et aligner les stratégies sur les signaux mesurables plutôt que sur les héritages. L'issue dépend moins d'un événement isolé que de la capacité à lire, puis à suivre, l'élan là où il se structure. Pour le lecteur, le renversement n'est pas une abstraction macroéconomique. Il modifie des choix concrets. Investisseurs, dirigeants, travailleurs qualifiés et décideurs publics n'affrontent pas la même équation, mais tous doivent ajuster leurs repères
face à un déplacement durable des centres d'impulsion. Du point de vue des investisseurs, la grille d'analyse évolue. L'Afrique cesse d'être évaluée comme une option périphérique et devient un espace où la cohérence énergétique, la densité des infrastructures et la diversification des alliances rendront des projets plus lisibles. À l'inverse, le Royaume-Uni impose désormais une prime de risque liée à la volatilité énergétique et à l'érosion industrielle. L'arbitrage ne porte plus seulement sur le rendement attendu, mais sur la stabilité structurelle à moyen terme. Pour les dirigeants d'entreprise, l'impact se traduit par une révision des feuilles de route. Les décisions d'implantation privilégient des environnements où les coûts peuvent être planifiés et renégociés. Tester des unités pilotes, fragmenter la production et sécuriser l'énergie deviennent des réflexes. La centralité historique compte moins que la capacité à absorber les chocs sans interrompre l'activité. Pour les travailleurs qualifiés, la géographie des opportunités se redessine. Les pôles africains en croissance attirent des compétences en ingénierie, logistique, énergie et numérique. Au Royaume-Uni, l'adaptation passe par la reconversion, la montée en compétences et la mobilité sectorielle, plutôt que par l'attente d'un retour à la situation antérieure. Enfin, pour les décideurs publics, le message est clair. Persister dans des cadres hérités réduit la marge de manœuvre. Adapter les politiques énergétiques, logistiques et industrielles devient une condition de crédibilité. La lecture portée par Ibrahim Traoré rappelle que la capacité à définir la valeur et à maîtriser les ressources pèse désormais autant que l'histoire institutionnelle. L'enjeu pour chacun est donc identique. Choisir des stratégies qui restent robustes quand l'incertitude devient la norme. Une réponse crédible au réalignement observé suppose une séquence d'actions lisibles, articulant acteurs publics et privés sans ajouter de promesses vagues. Quatre étapes suffisent à structurer une adaptation opérationnelle. Première étape, reconnaître le déplacement, qui, gouvernement et autorité de régulation. Il s'agit d'acter officiellement que les équilibres ne reposent plus sur les centres historiques. Cela commence immédiatement, avant toute révision stratégique. On recherchera une cohérence entre diagnostic public et décisions budgétaires. Sans cette reconnaissance, les politiques restent fondées sur des hypothèses obsolètes. Deuxième étape, sécuriser l'énergie. Qui, État, opérateur énergétique, industriel. L'objectif est de diversifier, stocker et stabiliser l'approvisionnement. À court terme, pour les contrats, à moyen terme pour les infrastructures. Le critère est la réduction de la volatilité des coûts. Les pays africains qui avancent sur ce terrain, souvent mis en avant par des discours de souveraineté comme ceux associés à Ibrahim Traoré, offrent un cadre de référence observé de près. Troisième étape, ancrer les partenariats industriels. Qui, entreprises et investisseurs. Il faut intégrer les pôles d'Afrique du Nord et de l'Est dans les chaînes de valeur. Cela passe par des phases pilotes avant extension. On vise une continuité opérationnelle et délais logistiques. Quatrième étape, mettre à jour les cadres institutionnels. Qui, décideurs publics. Il faut moderniser transport, réglementation. Et commençons les formations. Et cela se fait de façon séquencée, sans rupture brutale. L'objectif final est une attractivité mesurable des territoires. Cette feuille de route ne garantit pas un résultat unique. Elle offre une méthode pour rester pertinent dans un monde où la stabilité énergétique et l'intégration priment désormais sur l'héritage. Le fil conducteur apparaît plus nettement si l'on revient aux scènes discrètes évoquées plus tôt. Une salle de conseil où l'on recalcule des coûts, un port modernisé où les délais se raccourcissent, une unité pilote qui s'allume grâce à une énergie prévisible. Rien de spectaculaire, et pourtant, tout change. Le renversement ne s'est pas imposé par un choc unique, mais par une accumulation de décisions rationnelles prises face à l'incertitude. Ce rappel permet de mesurer la portée du mouvement. Le Royaume-Uni ne perd pas soudainement ses atouts. Il voit leur poids relatif diminuer lorsque la stabilité énergétique et l'intégration industrielle deviennent déterminantes. À l'inverse,
l'Afrique transforme une promesse ancienne en capacité concrète en reliant ressources, infrastructures et partenariats dans un même cadre cohérent. Dans cette redistribution silencieuse, Ibrahim Traoré incarne moins une rupture qu'un symbole, celui d'une volonté de ne plus hériter des règles, mais de les formuler à partir de contraintes réelles. Cette posture, qu'on l'approuve ou non, résonne parce qu'elle s'inscrit dans une dynamique mesurable, déjà à l'œuvre dans les flux d'investissement et les choix industriels. La phrase qui s'impose alors tient en peu de mots. La gravité économique ne revient pas en arrière. Elle se déplace, guidée par la prévisibilité et la cohérence. Comprendre ce mouvement, c'est déjà choisir de ne pas le subir. Ce réalignement n'appelle pas une conclusion fermée, mais une conversation informée. Il touche aux choix que font les sociétés lorsqu'elles doivent arbitrer entre héritage et adaptation, entre confort institutionnel et contraintes mesurables. Les transformations énergétiques, les alliances industrielles et l'intégration régionale africaine montrent que la dynamique mondiale se construit désormais par la cohérence plus que par la réputation. Dans ce paysage, des figures comme Ibrahim Traoré rappellent que la capacité à définir la valeur, à négocier les ressources et à offrir de la prévisibilité devient un langage commun aux investisseurs, aux entreprises et aux États. L'enjeu dépasse les préférences politiques. Il concerne la manière dont chacun lit les signaux faibles et ajuste ses décisions avant qu'elles ne deviennent irréversibles. La discussion reste donc ouverte. Comparer des analyses, confronter des lectures, partager des contre-exemples permet d'affiner la compréhension d'un monde multipolaire en formation. Ce n'est pas la nostalgie qui éclaire l'avenir, mais l'attention portée aux trajectoires qui se consolident. Quelle lecture faites-vous de ce déplacement? Et quels signaux vous paraissent décisifs pour les années à venir?